À un peu plus de 3 jours de la fermeture du mercato et pour compenser le départ de Jonathan Rowe à Bologne, l'OM vient de boucler l'arrivée d'Ahmed Junior Traoré sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 7,5 millions qui pourrait monter jusqu'à 15 millions d'euros avec les bonus si on en croit Fabrice Hawkins, tandis que Fabrizio Romano parle plutôt de 7 millions d'euros avec 50% à la revente pour son club, mais à confirmer. En tout cas, c'est le moment de faire sa présentation en revenant sur son parcours en club et en sélection, avant de se focus sur son style de jeu et ses qualités, puis de se demander plus généralement si l'OM frappe un grand coup en le recrutant. Alors justement, avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur l'arrivée d'Ahmed Junior Traoré. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous pensez que l'OM fait le bon choix en le faisant signer? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez quelques doutes? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec un gros point sur son parcours. Né le 16 février 2000 à Abidjan, Ahmed Junior Traoré arrive en Italie à l'âge de 13 ans et intègre l'ASD Boca Barco en 2015. Son arrivée au club s'accompagne d'une polémique qui éclate en 2021 puisque la justice italienne a accusé Traoré et Amad Diallo, qui était présenté comme étant son frère et le fils du président de l'académie, de s'être rendus en Italie et d'avoir rejoint l'ASD Boca Barco grâce à de faux documents et des parents fictifs, ce qui leur a finalement valu une amende de 48 000 euros. Par la suite, Ahmed Junior Traoré intègre le centre de formation d'Empoli à l'été 2015 en se montrant très prometteur chez les U17 avec qui il a marqué 4 buts sur les 12 matchs qu'il a joués, avant de se montrer rayonnant avec la Primavera pendant 3 saisons, 14 buts et 12 passes D en 55 matchs, dont une finale de Viareggio Cup perdue au tir au but face à Sassuolo en 2017. Ses bonnes prestations chez les jeunes vont pousser Vincenzo Vivarini à le lancer en pro dans les dernières minutes face à Foggia en octobre 2017. Il va ensuite enchaîner les apparitions sur le banc avant de jouer plus régulièrement à partir du mois de mars et de terminer la saison 2017-2018 avec 10 matchs de Série B au compteur, 3 titularisations et un titre de champion. Il découvre ensuite la Serie A lors de la saison 2018-2019 en étant titulaire 26 fois sous les ordres de Iachini et d'Andrea Azzoli. Utilisé comme milieu offensif, milieu relayeur et même milieu défensif dans un 3-5-2 aux côtés d'un certain Ismaël Benasser, il s'illustre également par un but face à l'Inter lors de la dernière journée. Sa montée en puissance n'échappe pas à Sassuolo qui réussit à se le faire prêter 2 saisons avec une option d'achat de 16 millions d'euros, 6 mois après son transfert à la Fiorentina qui semblait acté mais qui a finalement capoté. Sur sa première saison, Roberto De Zerbi l'a titularisé 20 fois en l'utilisant principalement comme milieu offensif ou comme milieu droit dans son 4-2-3-1 entouré par Juricic, Boga ou Berardi et en soutien de Raspadori. Sassuolo termine 8ème avec 5 buts et une assiste pour Traoré. En 2020-2021, il est titulaire 20 fois comme la saison précédente, étant donné que le secteur offensif de Sassuolo est toujours aussi concurrentiel, même si sa polyvalence lui permet maintenant d'être aligné à gauche. Il inscrit à nouveau 5 buts en marquant notamment face à la Roma et l'Inter et en se montrant décisif face à la Juve, l'Atalanta et le Genoa. À l'été 2021, Alessio Dionisi remplace Roberto De Zerbi parti au Shakhtar. Traoré réalise sa meilleure saison à Sassuolo dans le 4-2-3-1 du coach italien qu'il installe dans le couloir gauche avec succès. 7 buts et 4 assists au compteur, dont des performances marquantes face à l'Atalanta, la Roma, l'Inter, la Fiorentina et la Lazio. En revanche, sa saison 2022-2023 ne commence pas de la meilleure des manières avec une fracture du métatarse à la fin du mois de juin qui l'éloigne des terrains pendant les 8 premières journées. Il se montre déterminant à son retour de blessure avec 3 passes D avant de quitter Sassuolo au mercato d'hiver 2023, après 111 matchs, 18 buts et 11 passes D en 3 saisons et demie. C'est Bournemouth qui le recrute en prêt avec option d'achat obligatoire d'un peu plus de 25 millions d'euros. Pourtant titulaire dès son arrivée sous les ordres de Gary O'Neill, ses 6 premiers mois vont être tronqués par une blessure au pied qui met fin à sa saison au début du mois d'avril, alors qu'il n'avait joué que 7 matchs avec son nouveau club. En 2023-2024, il est très peu utilisé par Iraola qui ne l'a titularisé que 2 fois en cup sur les 6 matchs auxquels il a participé, puis énorme coup dur au début du mois de décembre quand il a dû être hospitalisé à cause du paludisme. À nouveau disponible en janvier, il est prêté au Napoli avec une option d'achat de 25 millions d'euros qui correspondait à son prix d'achat à Sassuolo. Son retour en Serie A est plutôt timide, 11 matchs pour 6 titularisations sous Calzona. Progressivement, il est de moins en moins utilisé et Naples ne lève pas l'option d'achat en fin de saison. Dans ce contexte, il fait son retour en Angleterre avant de partir en prêt à Auxerre au terme d'une saison compliquée sur le plan sportif et sur le plan de la santé. L'objectif pour lui à ce moment-là c'était de se relancer et dans le même temps c'était un coup inespéré pour la GIA qui venait tout juste de remonter en Ligue 1 et qui avait besoin d'éléments offensifs talentueux pour valider le maintien en fin de saison. On peut dire que ça a finalement été un deal gagnant-gagnant, Traoré s'est relancé en faisant une saison XXL avec 10 buts et 2 passes D, mais également une influence très importante dans le jeu. Il a joué un rôle crucial dans le maintien d'Auxerre grâce à de très belles prestations, notamment face à l'OM, et un début de saison tonitruant avec 6 buts et une passe D sur les 12 premières journées. Il s'est logiquement retrouvé convoité cet été, même si on pensait que Bournemouth aurait pu vouloir le conserver après son énorme saison en Ligue 1. On a aussi entendu parler d'un intérêt de Lyon et aussi de Monaco qui le suivaient avec attention. C'est finalement à Marseille qu'il décide de poursuivre sa carrière, où il retrouvera Roberto De Zerbi qu'il a côtoyé à Sassuolo.
En sélection nationale maintenant, il a d'abord été international ivoirien en U23 avec qui il a été finaliste de la CAN U23 en 2019 en s'inclinant face à l'Égypte. Il intègre ensuite la sélection ivoirienne en septembre 2021 sous les ordres de Patrice Baumel qui lui offre sa première cape face au Cameroun. Il a fait partie de la liste pour la CAN 2022 lors de laquelle il n'a joué qu'un match. En revanche, il aurait dû jouer la CAN 2024 qui a été remportée par la Côte d'Ivoire, mais il a malheureusement dû déclarer forfait puisqu'il souffrait du paludisme. A l'heure actuelle, il compte 10 sélections pour 2 buts inscrits face aux Seychelles lors d'une large victoire. Peu de matchs au compteur 4 ans après sa première sélection parce qu'il n'a jamais vraiment pu enchaîner entre les blessures, le paludisme et les périodes de moins bien. Donc l'ambition de Traoré sera de s'installer durablement dans le 11 de la sélection ivoirienne avec la prochaine CAN en ligne de mire, et ça passera forcément par de grosses prestations à l'OM. Ceci étant dit, on enchaîne avec un focus sur son style de jeu et ses qualités. La première chose que je voulais mettre en avant, c'est sa polyvalence puisqu'il peut jouer milieu relayeur, milieu offensif, ailier gauche et même éventuellement ailier droit comme lors de sa première saison à Sassuolo sous De Zerbi. C'est un joueur rapide, percutant, vif, qui est à l'aise balle au pied et dans les duels offensifs grâce à ses qualités d'élimination et ce côté imprévisible qu'il est capable d'apporter. Il sait exploiter les espaces disponibles et combiner avec ses coéquipiers. Il brille aussi grâce à sa bonne vision de jeu qui est très intéressante et qui vient des périodes où il joue au milieu de terrain. Il est capable d'apporter dans le cœur du jeu comme sur un côté. On peut aussi parler de sa qualité de passe courte et longue, de sa capacité à finir les actions, même si je trouve qu'il peut quand même progresser à la dernière passe, sachant que sa meilleure saison c'était 4 assists en 2021-2022, et aussi parfois se montrer un peu moins brouillon à la finition, même si ça l'a pas empêché de mettre 10 buts la saison dernière. A mon sens, c'est typiquement le joueur qui va apporter du dynamisme à notre attaque, qui peut déstabiliser des blocs bas et qui a des qualités sur le plan athlétique. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'il peut apporter défensivement, sa faculté à remporter des duels, à intervenir proprement et sa bonne lecture des situations qu'il a pu développer quand il joue au milieu de terrain. Son profil est très adapté aux transitions rapides pour se projeter vite, son jeu sans ballon est très intéressant, tout comme sa capacité à résister dans les duels et à conserver le ballon quand il est cerné par 2 ou 3 adversaires. Ça fait de lui un profil assez complet bien qu'il soit encore perfectible sur certaines situations de jeu et qu'il peut encore gagner en régularité. Patrice Baumel, qu'il a eu sous ses ordres en sélection, parle aussi d'un joueur très professionnel, à l'écoute, toujours à l'heure, respectueux et très intelligent tactiquement parlant. Là aussi, ce sont des qualités très importantes pour réussir au plus haut niveau. Alors maintenant, plus globalement, est-ce que l'OM fait le bon choix en recrutant Ahmed Junior Traoré, ou alors est-ce qu'il faut se montrer un petit peu plus prudent? Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'espérais voir signer à l'OM parce qu'il a énormément de talent. La saison qu'il vient de réaliser à Auxerre dans un effectif qui n'était pas exceptionnel non plus m'a conforté sur le bien que je pensais de lui, et je pense qu'il peut vraiment s'épanouir dans le projet marseillais, même si pour ça, il faudra que les performances suivent. C'est difficile de se prononcer sur l'aspect financier parce que les sons de cloche sont différents selon les sources. Fabrizio Romano, Luca Bendoni et Di Marzio parlaient d'un prêt avec obligation d'achat de 7 millions d'euros auquel s'ajouterait 50% à la revente, tandis que Fabrice Hawkins parle de 7,5 millions qui pourrait monter à 15 si tous les bonus étaient activés. C'est pas tout à fait la même situation et forcément un pourcentage aussi élevé à la revente ça va forcément nous brider sur l'aspect plus-value, à moins de le vendre pour une somme très importante mais ça dépendra de ce qu'il va réaliser chez nous. En termes de salaire, il était autour de 2,8 millions d'euros à Bournemouth. Est-ce que ça restera sensiblement la même chose à l'OM? Est-ce qu'il a fait des efforts sur cet aspect-là ou à l'inverse, est-ce que les dirigeants ont dû lui offrir un salaire plus important pour le convaincre? On devra attendre la révélation des salaires pour en avoir le cœur net dans quelques mois. Cela dit, on a vendu Rowe une vingtaine de millions d'euros en incluant un pourcentage à la revente qui pourrait nous rapporter un peu d'argent à l'avenir. On le remplace par un très bon joueur qu'on va payer un peu moins cher, donc même si j'aurais aimé voir Jonathan Rowe sur une deuxième saison, je trouve que l'OM l'a plutôt bien remplacé sur le papier. Sportivement parlant, on recrute un joueur polyvalent qui va concurrencer et doubler Igor Paixão sur l'aile gauche, qui peut être milieu offensif dans un 4-2-3-1, jouer dans le rôle de Rabiot la saison dernière. Il peut aussi offrir une solution à droite même s'il a plus souvent joué à gauche, et potentiellement RDZ peut l'utiliser au milieu de terrain en cas de problème, donc tu recrutes un joueur qui peut représenter une solution à plusieurs postes. Je pense qu'il sera d'abord une doublure dans un premier temps, ça va lui enlever un peu de pression, mais quoi qu'il en soit on va jouer beaucoup de matchs, il y aura du turnover, des blessures et des suspensions, donc il aura un temps de jeu conséquent, et ce sera peut-être même une sorte de titulaire bis. Il va retrouver un coach qu'il a déjà côtoyé à Sassuolo, il connaît son style de jeu et ce qu'il attend de lui sur un terrain, même si le jeu de RDZ a évolué depuis et qu'Ahmed Junior Traoré a aussi pris en maturité depuis la période où ils ont travaillé ensemble, mais ça n'empêche que le fait de connaître le coach va faciliter un peu son adaptation. Il a joué un rôle important dans sa venue parce que c'est un coach qui l'a fait progresser et qui peut maintenant lui faire passer un cap supplémentaire à Marseille.
À 25 ans, Traoré reste perfectible tout en ayant déjà pas mal d'expérience avec quasi 150 matchs de Serie A au compteur. Il a goûté à l'exigence de la Première Ligue et du Napoli. En revanche, il n'a joué que 2 petits matchs de Coupe d'Europe dans sa carrière et ne compte qu'une dizaine de sélections avec la Côte d'Ivoire sans avoir participé à un tournoi international dans la peau d'un titulaire. Ce sera probablement le cas lors de la prochaine CAN si tout se passe bien pour lui. Il sera donc absent quelques matchs au mois de janvier, mais puisqu'on aura Paixão, ce sera moins gênant. Le point positif, c'est qu'il connaît déjà un peu la Ligue 1 grâce à son passage à Auxerre où il a pu montrer toutes ses qualités avec une adaptation éclair. Cette fois, il va rejoindre un club où la pression et les exigences sont très fortes. Tous les joueurs ne sont pas capables de s'y adapter et ce sera l'occasion de voir s'il a le mental pour réussir ici, parce qu'à mon sens, il a toutes les qualités sportives pour faire de grandes choses à Marseille. Il devra quand même s'adapter au rythme d'un match tous les 3 jours, sachant qu'en dehors d'Auxerre, il a rarement été titularisé plus de 20 matchs dans une saison, à l'exception aussi d'Empoli. Ce sera une nouveauté pour lui, mais il ne part pas dans la peau d'un titulaire, donc il aura le temps de s'adapter tranquillement. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il aura sans doute le rôle de Jonathan Rowe la saison dernière, c'est-à-dire être un super sub, se montrer impactant en sortie de banc, et quand il y aura du turnover aussi, avec l'objectif d'apporter une vraie concurrence pour tirer tout le monde vers le haut. En termes de blessures, il a quand même eu quelques soucis au pied avec une fracture du métatarse à Sassuolo et quasiment 3 mois d'absence à Bournemouth. Il y a eu une petite alerte aux ischio à Auxerre, mais ça reste très correct sur les 2 dernières saisons, même s'il a eu la malchance de souffrir du paludisme à l'hiver 2023. Aujourd'hui, l'enjeu pour Ahmed Junior Traoré, c'est de s'installer durablement dans un projet. Il n'a jamais vraiment été dans les plans d'Andoni Iraola en Angleterre, il a enchaîné 2 prêts au Napoli puis à Auxerre. D'ailleurs, il expliquait dans un entretien cet été qu'il voulait être vendu à un club qui compte vraiment sur lui dans un projet, et je pense que le tandem Longoria-Benassia l'a convaincu grâce à cette idée-là. À la fin de son prêt, il s'engagera jusqu'en 2030, donc il y a une vision à long terme, même si on le sait, si un joueur ne donne pas satisfaction sportivement ou dans son comportement, les dirigeants ne font pas de sentiments, ils trouvent une porte de sortie et ne se préoccupent pas du contrat longue durée qui a été signé au départ. Je pense pas qu'il y aura de problème d'implication ou de comportement parce que ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un joueur super investi, qui est sérieux et qui ne fait jamais de vagues, mais si ça fonctionnait pas sportivement, les dirigeants sauront limiter la casse comme ils l'ont montré par le passé. Pour autant, je suis plutôt confiant parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui a encore un potentiel à développer. Les dirigeants n'ont pas hésité à se positionner sur lui après le départ de Rowe. On sait ce qu'il peut apporter pour l'avoir vu à l'œuvre la saison dernière, mais c'est à lui de montrer qu'il peut se faire une place durable dans le 11 du coach et réussir à Marseille, ce qui n'est pas une mission facile quand on connaît la pression et les exigences qui règnent ici. Encore une fois, je suis très content de le voir signer et ça montre que les dirigeants savent se positionner sur des joueurs qui ont montré d'excellentes choses dans le championnat. Maintenant, c'est le terrain qui va livrer sa vérité, mais sur le papier, ça me plaît beaucoup de voir signer un talent comme Ahmed Junior Traoré. On aura sûrement l'occasion de le voir à l'œuvre dès dimanche contre Lyon puisque Paixão n'est pas encore opérationnel et que Weah n'a pas donné satisfaction à ce poste-là le week-end dernier. Traoré sera certainement dans le groupe, même s'il faut pas oublier qu'il a fait une bonne partie de la prépa avec son club, mais qu'il ne l'a pas terminé puisqu'il était en instance de départ, comme il l'a révélé lui-même en conférence de presse ce vendredi après-midi. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement, un grand merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de cette fin de mercato puisque les vidéos vont s'enchaîner dans les prochains jours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez recrue en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.